Cette vidéo sert de préambule à la série de récapitulatifs arc par arc sur One Piece. Elle est destinée aux personnes ne connaissant pas l'univers et présente ainsi l'œuvre de One Piece en elle-même, mais donne également plusieurs notions de base, comme la géographie ou les différentes technologies par exemple. Si tu connais déjà tout ça, je t'invite à regarder directement la première vidéo, One Piece Récap numéro 1, le village Fuchsia. Alors, One Piece c'est quoi? Pour commencer, revenons sur la création de cette œuvre cultissime. One Piece a été publié pour la première fois sous la forme d'un manga en 1997, dans un magazine japonais spécialisé, le Shonen Jump. Depuis, plus de 950 chapitres y ont été publiés à un rythme de 1 presque toutes les semaines, et sont ensuite regroupés par dizaines dans des tomes, achetables partout en librairie. One Piece est adapté en animé depuis 1999 et accuse toujours un retard d'environ 1 an sur les chapitres publiés dans le Jump. Depuis, One Piece est devenu le manga le plus vendu au monde, avec 450 millions de tomes vendus. Son auteur Eiichiro Oda a annoncé que l'histoire devrait se terminer dans environ 5 ans, soit à l'horizon 2025. Concernant l'histoire, One Piece suit les aventures de l'équipage du Chapeau de Paille, aussi appelé Mugiwara, qui est un équipage pirate qui parcourt les mers du globe d'île en île pour réaliser leurs rêves. Mais alors, qu'est-ce qui rend One Piece aussi populaire? Eh bien, en dehors du fait que les mangas et animés sont de plus en plus populaires, et notamment auprès des jeunes adultes, ce qui démarque One Piece des autres mangas c'est avant tout sa richesse. En effet, outre plusieurs dizaines d'îles avec chacune ses particularités spécifiques, One Piece compte surtout plusieurs centaines de personnages répartis en différentes races. Des humains bien sûr, mais également des géants, des monstres marins, des hommes poissons, ou encore des nains par exemple. Mais rassure-toi, pas besoin de tous les connaître. Il y a seulement, entre guillemets, quelques dizaines de personnages importants, c'est-à-dire avec un background unique et qui apparaissent dans plusieurs arcs. En plus de ça, comme bien d'autres mangas et animés, One Piece est à la fois drôle de par ses innombrables gags et émouvant grâce au destin aussi imprévisible que malheureux de bon nombre de personnages. Mais là encore, One Piece se différencie. En effet, Eiichiro Oda aborde de nombreux thèmes de la vie réelle et dénonce ainsi de nombreux fléaux de notre société, parmi lesquels on peut notamment compter le racisme, l'esclavage, l'abus de pouvoir, le racket ou encore les génocides. Enfin, Eiichiro Oda est reconnu par tous comme un génie grâce à la construction de son histoire. En effet, il a pensé toute son histoire avant de commencer à la rédiger, ce qui lui permet à la fois de faire un flashback au chapitre 900 pour expliquer le passé d'un personnage que l'on suit depuis le début, mais également de laisser un tout petit indice au chapitre 100 pour teaser un événement qui arrivera au chapitre 700, mais que l'on ne remarquera qu'après coup. Cette technique, appelée foreshadowing, couplée à la lente montée en puissance de nos héros, permet de garder un suspense et une cohésion dans l'histoire, mais permet également aux fans de s'adonner à des théories toutes plus folles les unes que les autres, en espérant que le futur de One Piece leur donne raison. Ok, j'espère que ça t'a suffisamment mis l'eau à la bouche et que tu te demandes maintenant, mais ça perlipopette, comment puis-je suivre cette œuvre fabuleuse? Personnellement, je conseille de lire le manga, soit en achetant des tomes pour les plus fortunés, soit en lisant sur internet les scans des chapitres publiés dans le Shonen Jump. Mais sache que c'est illégal si tu ne possèdes pas les tomes, puisque cela ne rapporte pas d'argent à l'auteur. Pour moi, suivre One Piece en lisant les scans c'est mieux, tout d'abord parce que c'est l'œuvre originale, mais également pour un aspect pratique, puisqu'on peut lire n'importe où, alors que regarder un animé ça peut parfois être compliqué, dans les transports en commun par exemple. Et puis, sache que lire un chapitre c'est 2 fois plus rapide que regarder un épisode de l'animé. D'ailleurs, l'animé est visionnable en streaming, ce qui est là aussi illégal, dans leur version complète ou en version Kai, qui est une version raccourcie des animés. Parce que oui, les animés sont plus longs, notamment à cause des longueurs rajoutées et des arcs non canon, c'est-à-dire non présents dans l'histoire originale et sans impact sur celle-ci. De plus, l'animé est destiné à un public plus jeune, avec certains passages un peu trash qui sont censurés, et des voix, notamment en VF, définitivement trop enfantines. Certains foreshadowing n'apparaissent pas non plus, car Oda n'est pas directement impliqué dans les animés. Bien sûr, malgré la promesse d'une histoire riche en émotions et en rebondissements, il est fort probable que tu n'aies absolument pas envie de passer plus de 200 heures à suivre One Piece, de peur d'être finalement déçu, et je te comprends parfaitement, Game of Thrones a laissé des traces sur chacun d'entre nous. Il est donc possible de regarder des résumés, comme ceux de Hatsu par exemple, pour rusher tout ou une partie de One Piece, sachant que plus on avance, plus c'est intéressant. Malgré tout, regarder un résumé signifie entendre parler de centaines de personnages en quelques heures. Autrement dit, c'est difficile de tous les retenir alors qu'on voit ou entend parler de la plupart d'entre eux tout au long de l'histoire. Et devine quoi, la bataille finale de One Piece risque de rassembler tout ce beau monde dans un même arc. C'est pour ça que je propose des récapitulatifs, arc par arc, avec un résumé rapide, ce qu'il faut en retenir, et les questionnements et théories que peuvent amener les événements de l'arc en question. La forme simplifiée que j'utilise ne donnera, je pense, pas envie de suivre One Piece, et surtout ne retranscrira pas les moments les plus épiques. Je conseille donc plutôt mes récapitulatifs, en toute humilité bien sûr, aux personnes ayant arrêté One Piece en cours de route et qui souhaitent un résumé rapide accompagné des théories les plus populaires pour les aider à reprendre. Bien sûr, un novice peut tout à fait comprendre ces récapitulatifs et s'initier aux théories One Piece. Mais pour cela, il est important de revoir les notions de base de cet univers. La géographie de One Piece étant assez particulière, il me semble indispensable de la connaître avant de commencer One Piece. En effet, ce monde est constitué de Red Line, une barre rocheuse de 10 000 mètres de haut et de quelques kilomètres de largeur qui fait tout le tour du globe. C'est ici qu'habitent les nobles et la plupart des familles royales. Le reste des terres de One Piece est constitué d'îles relativement petites, dispersées partout sur les mers. Perpendiculairement à Red Line, on trouve Grand Line, une mer aux allures de fleuve gigantesque puisqu'elle est cernée par les Calm Belt, qui sont 2 mers identiques où il n'y a ni vent ni courant et où vivent les plus grands monstres marins. La deuxième moitié de Grand Line est surnommée le Nouveau Monde.
Red Line et Grand Line coupent ainsi le reste du monde en 4 mers mineures, East Blue, South Blue, North Blue et West Blue. C'est sur East Blue que commence l'aventure de nos héros. Ils vont ensuite se diriger vers Grand Line, puisque Gold Roger, le roi des pirates exécuté 20 ans auparavant, a juré avoir caché son trésor sur Raftel, la dernière île de Grand Line. D'ailleurs, Grand Line est surnommée la route de tous les périls, et ce n'est pas pour rien. Outre des conditions météorologiques dantesques, il faut surtout retenir que Grand Line n'a officiellement qu'une seule entrée, et se termine simplement par Raftel. L'entrée de Grand Line, c'est Weaver's Mountain, une montagne à l'intersection de Grand Line et de Red Line, avec 4 courants ascendants venant des 4 mers mineures, et un courant descendant qui mène à Grand Line. Une fois sur cette route de tous les périls, il faut avancer d'île en île pour en atteindre la moitié. Cette moitié, c'est la deuxième intersection de Grand Line et de Red Line. Au sommet de celle-ci, on trouve Marie-Joise, le siège du gouvernement mondial. Après avoir passé cet obstacle, les pirates doivent parcourir le Nouveau Monde pour atteindre Raftel, où est supposé être caché le trésor du roi des pirates, le fameux One Piece. Maintenant qu'on a revu la géographie de cet univers, on peut faire un petit point sur les êtres vivants qui la peuplent, et notamment les différentes puissances qui s'y opposent. En effet, sur toutes ces îles, il y a bien sûr des royaumes habités par des civils de toutes races confondues, mais leur quotidien est sans cesse perturbé par des affrontements entre deux puissances, les pirates et le gouvernement mondial. En effet, les pirates souhaitent parcourir le monde à la recherche du One Piece, ou simplement d'un peu de liberté. Certains sont relativement gentils et d'autres sont beaucoup plus cruels. Le gouvernement mondial, dont la mission est théoriquement de protéger les civils, cherche à arrêter la piraterie. Pour cela, ils ont recours à diverses organisations. La principale étant la marine, comprenant un amiral en chef, 3 amiraux, une dizaine de vice-amiraux et des centaines de milliers de soldats moins gradés. Le gouvernement mondial a également recours aux grands corsaires, aussi appelés Shichibukai. Ce sont 7 puissants pirates et leurs équipages qui sont chargés d'aider la marine en échange d'une certaine immunité pour leurs crimes. Enfin, le gouvernement mondial peut utiliser les Cypher Pole, qui sont des divisions d'agents spéciaux qui se chargent d'enquêter ou de faire le sale boulot discrètement. Parce que oui, surprise, dans One Piece aussi, autorité gouvernementale ne signifie pas toujours bien absolu. De l'autre côté, les pirates sont répartis en différents équipages, formant parfois des alliances ou au contraire s'attaquant entre eux. Si les 4 mers mineures et la première moitié de Grand Line sont ravagés par d'innombrables petits équipages de pirates de passage, le Nouveau Monde, lui, est sujet à une féroce bataille entre les 4 empereurs pirates. En effet, si la marine réussit relativement bien à asseoir son autorité sur le reste du monde, le Nouveau Monde, dont les conditions météorologiques sont apocalyptiques, est le terrain de jeu de 4 empereurs, aussi appelés Yonko, qui se battent pour trouver Raftel et obtenir le titre de roi des pirates. Dans tout ce remue-ménage, des hommes de bien, qui désapprouvent les méthodes souvent trop impitoyables de la marine, tentent de venir en aide aux plus démunis et délaissés. Ce sont les révolutionnaires. Ils tentent ainsi de stopper les activités criminelles des pirates les plus cruels, mais luttent également contre le gouvernement mondial qui a de lourds secrets à cacher. Quelques individus réussissent malgré tout à trouver leur bonheur, les chasseurs de primes. Ceux-ci cherchent à tuer ou capturer les pirates pour les livrer à la marine. En effet, la marine offre en échange une récompense, plus ou moins importante, selon la dangerosité d'un pirate. En réalité, les chasseurs de pirates sont peu présents dans One Piece, et les primes servent surtout à représenter la puissance d'un pirate. Pour survivre dans un tel monde, il faut donc être fort, et pour cela, il existe plusieurs moyens. Le premier, bien que très rare, est de manger un fruit du démon. En effet, même si on en sait assez peu sur les fruits en eux-mêmes, on sait que chaque fruit est unique, et lorsqu'on le mange, on acquiert un pouvoir. Ce pouvoir peut être de 3 types. Le type Zoan permet de se transformer en animal ou en une forme hybride. Les fruits du Zoan sont catégorisés en fonction de la rareté de l'animal, d'insectes à mythologiques en passant par les carnivores par exemple. Ainsi, plus il est rare, plus il est fort. Ensuite, il y a le type Logia, qui est le plus rare et le plus puissant. Il permet de prendre la forme d'un élément naturel, comme le magma ou la lumière par exemple. Le corps de son utilisateur est ainsi dématérialisable, ce qui le rend invulnérable aux attaques de base. Enfin, il y a le plus commun, le type Paramecia. Alors lui, pour faire simple, c'est le type poubelle. Tous les pouvoirs qui ne correspondent pas aux 2 autres types sont des Paramecia. Ainsi, il y a des utilisateurs qui peuvent par exemple générer une substance comme de la cire, affecter leur environnement en provoquant des tremblements de terre, ou modifier leur corps en modifiant le poids par exemple. En contrepartie, les utilisateurs de fruits du démon ne peuvent plus nager. Un autre moyen de devenir fort est de s'entraîner durement pour éveiller son haki, ou fluide en VF. Il existe 3 types de haki. Le haki de l'armement, qui consiste à durcir son corps pour encaisser plus facilement les coups, frapper plus fort, ou toucher des utilisateurs de Logia qui sont théoriquement intouchables. Ensuite, le haki de l'observation permet d'améliorer ses 5 sens. Un personnage maîtrisant ce type de haki pourra ainsi voir à travers les murs par exemple. Enfin, le haki des rois, que seuls quelques êtres peuvent posséder, permet de faire plier quelqu'un par sa seule volonté. Il y a également les 6 pouvoirs, sorte d'art martial enseigné dans le Cypher Pole et certains corps de la marine. Il permet d'acquérir des pouvoirs proches du haki, ou encore de marcher dans l'air par exemple. Évidemment, on peut aussi se servir d'armes. Les plus répandues sont bien sûr des armes à feu, mais on trouve également des lance-pierres, des bâtons, etc. Enfin, il y a les traditionnels sabres. Si la plupart sont basiques et majoritairement utilisés par des soldats et pirates lambda, il existe de nombreux épéistes et une classification des sabres par puissance existe, ainsi que de nombreux mythes et malédictions. Pour finir, parlons rapidement de la technologie propre à One Piece.
Tout d'abord, le granit marin. Ce matériau a été développé par la marine afin d'affecter les utilisateurs de fruits du démon. En effet, ce matériau possède la même énergie que la mer, et est ainsi utilisé dans les armes ou les menottes pour neutraliser les utilisateurs de fruits du démon. Il sert également à recouvrir la coque des navires de la marine, afin de leur permettre de traverser Campbell à la rame sans être repérés par les monstres marins qui infectent ces eaux. Il existe également 3 armes antiques, capables de détruire le monde, et qui ont vraisemblablement eu un rôle primordial dans le sombre passé du monde de One Piece. Malgré quelques informations que Oda nous donne tout au long de l'aventure, les armes antiques sont encore très mystérieuses, mais auront probablement une place centrale dans le dénouement de l'aventure de nos héros. Les moyens de navigation sont également très sophistiqués. En effet, Grand Line est la mer de tous les dangers, et des phénomènes météorologiques apocalyptiques y ont lieu. De plus, les boussoles classiques y sont déréglées à cause du puissant champ magnétique des îles de Grand Line. Il existe donc 3 manières de s'y repérer. La première option est le logpost, une boussole qui indique la prochaine île sur Grand Line, et dont la direction ne change qu'après avoir séjourné un certain temps sur cette île. La deuxième option est l'Eternal Post. C'est également une boussole, mais celle-ci indique et indiquera toujours la même île. Avec un Eternal Post, il est donc possible d'aller sur une île précise, quelle que soit la distance et le nombre d'îles qu'il y a entre l'Eternal Post et cette île. Enfin, il y a les cartes de vie, efficaces dans n'importe quel endroit du monde, et elles indiquent la direction à suivre pour retrouver une et seulement une personne. Leur détérioration indique un affaiblissement de cette personne. Pour finir, un petit mot d'histoire avec les poneglyphes. Ce sont des énormes blocs de pierre indestructibles sur lesquels sont gravés des textes dans une langue ancienne. Ces textes donnent soit des indices sur la localisation de Raftel, soit racontent des événements du siècle oublié. Ce siècle oublié doit son nom au fait que le gouvernement mondial ait fait brûler tous les livres d'histoire qui en parlent. C'est vraisemblablement pendant ce sombre siècle que le gouvernement mondial a été fondé. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Il est maintenant temps de larguer les amarres et de suivre la fabuleuse épopée des Mugiwara.